accessible dès ce midi. Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le tri des documents numériques. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Adaptia, donc un réseau d'ergothérapeutes, et Familizen, une structure d'assistance administrative. Nous sommes financés par le département des Hauts-de-Seine via la conférence des financeurs des Hauts-de-Seine et la CNSA. Je te laisse, Estelle, te présenter. Oui, eh bien écoutez, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Estelle Guillem. J'ai créé ma société d'assistance administrative il y a maintenant 10 ans, puisque c'était en janvier 2011. Et donc, j'ai démarré cette société en faisant exclusivement de l'assistance administrative auprès des particuliers. Alors, aujourd'hui, on a un petit peu étendu notre gamme de prestations, et notamment, là, vous voyez sur la photo, j'ai un café administratif. Donc, c'est un endroit où on peut déposer ses papiers pour les faire traiter par des assistantes administratives, un endroit convivial où j'aurai le plaisir de vous recevoir dès que les cafés-restaurants pourront à nouveau rouvrir, parce qu'en ce moment, malheureusement, nous sommes en fermeture administrative. Voilà pour cette petite présentation. Donc, nous allons travailler aujourd'hui le tri administratif d'un point de vue électronique, qui est un petit peu différent quand même de l'administratif papier, mais qui a sa logique quand même assez proche. Alors, donc, comme je vous disais, depuis 10 ans, nous traitons les papiers administratifs de nos clients. Nous faisons le tri et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous livrer eh bien, tout ce que nous faisons chez nos clients ou tout ce que nous faisons à côté d'eux, avec eux, parce qu'on peut aussi coacher pour transmettre notre savoir. Alors, j'ai avec moi Frédéric, qui donc est assistante administrative, intervenante, et elle va répondre à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de la conversation. Frédéric vous répondra donc par message, de façon à ce que je puisse, voilà, Frédéric vous dit bonjour, de façon à ce que je puisse continuer la présentation sans interrompre, mais en pouvant répondre à vos questions. Voilà, tout va bien comme ça? Super, merci Estelle. Et n'hésitez pas à vous inscrire à nos autres visioconférences sur le lien movadom.eventbrite.com. On te remercie beaucoup Estelle d'animer cette superbe visioconférence. Je te laisse prendre la main si tu veux sur la Allez. présentation. Oui, c'est fait. OK. Alors, qu'est-ce qu'un document numérique? Déjà, pour moi, c'est important de traduire ces mots parce que je me suis rendu compte que, en fait, un document numérique ou électronique, c'est quelque chose d'abstrait pour certains d'entre nous ou d'entre vous. Et du coup, je voudrais préciser ce que c'est. Donc, vous avez trois petites icônes. Donc, le premier, ça représente un document administratif. Donc, qu'est-ce qu'un document administratif électronique? Eh bien, c'est un document que vous avez scanné ou que vous avez enregistré dans votre ordinateur. D'accord? Un document administratif tel que vous pouvez l'avoir en version papier. Ensuite, vous avez le petit bonhomme. Le petit bonhomme représente un document personnel, une photo par exemple, ou des petites notes. Voilà, on peut aussi, parfois on a donc des post-it, et bien il existe aussi des post-it électroniques. Voilà, donc c'est un document personnel qui est enregistré sur votre ordinateur ou sur un outil de votre ordinateur. Et enfin, vous avez une petite enveloppe, donc une enveloppe électronique parce que c'est un mail, par exemple, que vous avez dans votre Hotmail, dans votre boîte Gmail. Donc, c'est également… Ah, on ne voit pas la présentation, Catherine me dit. Est-ce que d'autres personnes ne voient pas la présentation? Moi, je vois bien Estelle. Donc, je pense que Catherine, c'est peut-être un problème technique de votre côté. Essayez peut-être de vous déconnecter, reconnecter. Je pense que c'est ça. Oui, il vaut mieux, oui. Ouais. Voilà, donc par document, on entend par document tout ce tout ce qui pourrait représenter un document papier, mais qui est en version électronique. Donc ça peut être un fichier, un dossier, un document. Et électronique, on utilisera dans cette présentation le terme électronique et numérique de la même façon. D'accord? Donc un document électronique, je pourrais dans la slide suivante parler d'un dossier numérique. Ça sera la même chose. D'accord?
Voilà, donc on va passer à la slide suivante et je vais vous faire travailler. Il faut commencer tout de suite, hein. Il n'y a pas que moi qui vais travailler ce matin. Donc on va faire un petit quiz et vous allez répondre. Donc vous allez noter sur un petit bout de papier à côté toutes les réponses positives. Donc il y a 7 questions. Et à chaque fois que vous répondez positivement, vous mettez un point. Et lorsque c'est négatif, eh bien, vous mettez 0. Et puis à la fin, vous me donnerez le total de votre score dans le fil de la conversation. Alors, on y va. Donc, est-ce que vous vous retrouvez dans l'une ou plusieurs de ces situations? Première question. Est-ce que vous avez dans vos tiroirs une ou plusieurs clés USB? Donc, si vous en avez plusieurs, eh bien, vous répondez oui et donc ça vous fait un point. Deuxième question. Vous passez beaucoup trop de temps à chercher des documents sur votre ordinateur. Vous ne vous souvenez jamais où ils sont. Vous n'avez pas une hiérarchie organisée ou logique. Et donc, vous passez vraiment un temps incroyable à chercher vos documents sur votre ordinateur. Si c'est le cas, vous répondez oui. Et donc, ça vous fait un point. Si vous savez changer de téléphone récemment, vous avez peut-être perdu toutes vos photos. Si c'est le cas, vous répondez oui et donc un point supplémentaire. Vous téléchargez systématiquement toutes les pièces attachées des mails. Alors, les pièces attachées, c'est des petits documents qui font partie du mail pour lequel il faut cliquer pour l'ouvrir et l'enregistrer ensuite sur votre ordinateur. Donc, si c'est le cas, si vous cliquez télécharger systématiquement toutes les pièces des mails ou des factures depuis votre espace client, eh bien, vous répondez oui et c'est un point supplémentaire. Alors, peut-être que vous avez également pris l'habitude de garder toutes vos photos numériques. Et même les ratées, même celles qui sont floues, c'est pas grave, vous trierez peut-être un jour, vous vous dites. Et dans ces cas-là, vous notez un point supplémentaire. Si c'est le cas, vous avez répondu oui, vous notez un point supplémentaire. Et enfin, non, encore 2 questions. Donc, vous faites plusieurs copies de vos dossiers sur des supports différents. Alors, des copies scan, des copies vous les enregistrez à plusieurs endroits. Voilà, sur des supports différents, votre ordinateur, votre téléphone, un disque externe. Donc, si tel est le cas, vous répondez oui et vous avez un point supplémentaire. Et dernière question, vous avez dans votre boîte mail, dans la partie réception, boîte de réception, vous avez plus de 100 mails, 100 courriels. Alors là aussi, j'utiliserai de temps en temps le mot mail et de temps en temps le mot courriel. C'est la même chose. Un courriel et un mail, c'est la même chose. D'accord? Donc, si vous avez plus de 100 courriels dans votre boîte de réception de votre messagerie électronique, vous gagnez un point. Et donc, vous pouvez maintenant faire le total de vos points sur ces 7 questions et vous me mettez vos réponses dans la barre de conversation à côté. Alors, Pauline, 4 points, Catherine, 3 points, Evelyne, 2 points, 5 points pour Corinne, 4 points pour Véro et Catherine. Joël, 4 points. Allez-y, hein, n'hésitez pas, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est intéressant de voir Isabelle, Raymond, 2 points. D'accord. Donc, plus on a de points et plus on est susceptible d'avoir des réponses à vos questions dans cette 5 points pour Zofia, des réponses à vos questions dans cette présentation. Et René, 5 points. Bretel, 4 points. Gwendoline, on va se faire un coaching, Gwendoline. Il y a du boulot, il y a du boulot. Ah, je ne pensais pas avoir un score aussi élevé, mais bon, c'est bien. Voilà, très bien. C'est bien, Jocelyne, 3 points. Bon, mais on va passer du coup à la slide suivante. Je vois que Evelyne est une très très bonne élève parce qu'elle a à chaque fois des quiz particulièrement bien notés. Brigitte, 5 points. Alors, je vous ai mis là sur cette slide ce que je pouvais imaginer de cycle de vie d'un document électronique. Le cycle de vie, c'est quoi? C'est son arrivée, sa transformation jusqu'à la fin de sa vie, hein, quelque part. Donc, on va commencer par la réception du document. Donc, vous allez recevoir ce document dans votre ordinateur de quelle façon?
eh bien, soit par mail, hein, vous recevez un mail avec un document que vous allez peut-être détacher, en tout cas lire. Vous avez la possibilité également de faire vivre, en fait, de faire naître un document par le biais d'une plateforme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une plateforme? Vous pouvez répondre dans le fil à la conversation que vous ne savez pas ce que c'est qu'une plateforme. Eh bien, par exemple, lorsque vous allez sur impôts.gouv.fr et que vous allez cliquer dans Mon compte particulier, eh bien, ça, c'est une plateforme. Ou bien, si vous avez vos factures d'électricité ou de téléphone sur, on va dire, allez, sfr.fr, Mon compte, eh bien, c'est une plateforme, d'accord? Et donc, imaginons que vous avez vos factures de téléphone sur votre compte SFR, vous allez peut-être choisir de les télécharger. Et donc, dans ces cas-là, vous faites arriver un document dans votre ordinateur. Ou bien, vous avez aussi la possibilité de scanner un document avec votre imprimante qui fait scan, hein, comme la mienne à côté. Et du coup, vous allez enregistrer le document papier via ce scan et le faire venir jusque dans votre ordinateur. D'accord? Donc, voilà les possibilités pour réceptionner un document et le transformer, le faire vivre en tant que document numérique. Donc, vous avez pris connaissance de ce document et ensuite, vous allez décider de ce que vous allez en faire. Donc, il y a plusieurs possibilités de gestion de ces documents, hein. Donc, soit vous les stockez et du coup, en les stockant, eh bien, vous allez, par exemple, ouvrir votre mail et au lieu de juste lire la pièce attachée, vous allez la télécharger, d'accord? Donc, téléchargement d'une pièce ou d'un document électronique. Vous allez ensuite pouvoir le voir soit dans le dossier téléchargement, parce que ça s'enregistre automatiquement sur votre ordinateur, mais ensuite ça disparaîtra. Soit vous allez le classer et donc l'enregistrer, soit vous le gardez dans le inbox, donc dans la boîte de réception de votre messagerie. Vous allez aussi peut-être décider de l'imprimer et donc de passer de cette vie numérique à une vie papier. D'accord? On verra par la suite quelle est la valeur de ces transformations. Lorsqu'un document électronique, vous le transformez en version papier ou lorsqu'un document papier, vous le transformez en document numérique. Ils n'ont pas du tout la même valeur. On en parlera après. Donc voilà, vous pouvez décider d'imprimer votre document ou bien vous pouvez décider eh bien, de lui donner une fin et de le supprimer. D'accord? Alors, si vous supprimez un document que vous avez chargé dans votre ordinateur, eh bien, c'est la fin de sa vie, hein, à moins que vous ayez gardé le mail avec la pièce téléchargée et la pièce attachée, excusez-moi, et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de le rouvrir à nouveau. Et puis, vous pouvez aussi décider de partager la connaissance de ce document et donc de lui donner une deuxième vie en diffusant ce document par mail ou en le téléchargeant sur votre plateforme. Par exemple, encore une fois, les impôts, de temps en temps, lorsque vous avez une conversation avec votre conseiller sur votre plateforme personnelle des impôts, ils peuvent vous demander de télécharger un CERFA, votre pièce d'identité, la pièce d'identité de votre conjoint. Donc, du coup, vous allez charger un document via cette plateforme. Voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là? Pas de questions? Alors, donc, nous allons passer au tri, à vraiment trier les papiers, trier les documents. On ne parle pas de papier, on parle de documents numériques. Et j'aime beaucoup reprendre les expressions de Marie Kondo. Donc, Marie Kondo est une japonaise qui est experte dans le rangement et dans le tri. Et Gwendoline l'utilise beaucoup dans ses vidéos, dans ses visios sur le tri et le rangement. En fait, oui, moi aussi, je suis fan. Elle est vraiment incroyable, cette femme. Et en fait, pour savoir si vous êtes prêt ou pas à jeter quelque chose, donc que ce soit un habit, un sac à main, une paire de chaussures, une photo, un document, eh bien, il faut saisir cet objet et vous demander si cet objet vous met en joie. Si cet objet vous met en joie, donc une vieille robe, par exemple, et que vraiment, même si vous ne la portez pas, elle vous transporte, il ne faut pas la jeter parce que effectivement, ça fait appel à quelque chose de positif. Par contre, si vous n'avez aucun ressenti, dans ces cas-là, eh bien, vous pouvez vous en séparer. C'est pareil avec les documents administratifs, ça ne sert à rien de conserver des papiers qui ne vous
ne transporte pas, d'accord. Alors, bien évidemment, on va voir après, hein, il y a des règles de conservation, mais on va parler par exemple d'une photo. Hein. On était au départ, dans le début de la présentation, on a parlé d'objets personnels, donc par exemple une photo en numérique. Est-ce que cette photo vous met en joie? Si elle est floue, je doute que cela le fasse. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas parce que, en fait, on va parler plus tard de pollution. Le numérique pollue également, d'accord? On va voir comment c'est possible. C'est peut-être étonnant pour ceux qui ne connaissent pas, mais le numérique pollue énormément. Donc, non seulement ça pollue votre ordinateur parce que ça charge, d'accord? C'est chargé. Ça pollue votre cerveau parce que vous gardez aussi une photo qui est floue et ça pollue l'environnement. Donc, on trie, d'accord? Et on ne garde pas ce qui est inutile. Et quand je parle d'inutilité, je parle aussi donc des règles. Hein. Il y a des documents qu'on doit absolument conserver. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et ça, on va le voir aussi. Alors, où se trouvent ces documents électroniques, hein, parce que ce n'est pas uniquement sur votre ordinateur, on est d'accord. Vous avez l'habitude d'utiliser un téléphone et donc dans votre téléphone, vous avez aussi la possibilité de faire des photos et donc de conserver des photos à disposition directement dans votre ordinateur, hein, dans votre galerie photo. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des vidéos et d'avoir votre messagerie et d'avoir, donc on ne va pas faire un tuto sur les documents électroniques sur votre téléphone, mais vous avez aussi la possibilité d'y avoir les plateformes. Donc, encore une fois, vous pouvez très bien consulter vos factures Orange, SFR, charger les applications des impôts ou je sais pas, d'électricité ou de votre retraite. Donc, en fait, toutes les applications des plateformes qui sont sur votre téléphone, vous pouvez avoir exactement les mêmes sur votre ordinateur. D'accord? Donc, ça ne sert pas à grand-chose de charger les documents sur les deux outils. Okay? Vous pouvez choisir sur votre ordinateur, c'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus simple. Donc, on y arrive maintenant. Hein, sur votre ordinateur, vous avez vos dossiers, vous avez votre messagerie et donc vous pouvez retrouver tous ces documents électroniques à ces endroits-là. Et vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, la plateforme. Alors là, je vous ai mis, je crois que c'est soit Orange, soit SFR. Donc, la plateforme va vous demander d'aller sur votre compte ou votre espace client. Donc, vous avez un message qui vous dit d'entrer dans votre espace client avec un identifiant et un mot de passe. Donc, il vous faut absolument garder dans un endroit sécurisé. Alors, ça peut être un petit calepin, hein, par exemple, mais qui est bien en lieu sûr, hein, pas sur votre bureau et pas dans la cuisine, mais dans un lieu sûr où vous allez mettre peut-être par ordre alphabétique. Hein, peut-être que vous choisirez d'avoir un petit calepin avec l'alphabet. Donc, peut-être par ordre alphabétique, vos identifiants et mots de passe. Alors, ça, c'est la version la moins sécurisée qu'il puisse y avoir. D'accord? Parce qu'imaginez, vous le prenez dans votre sac à main. Voilà, la chose à ne pas faire. Et puis, vous faites piquer le sac à main, et bien, c'est tous vos mots de passe qui partent. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la pire des solutions, mais c'en est une. Si vous laissez votre petit calepin dans un lieu sûr et que vous êtes certaine de ne pas vous le faire piquer. Après, il y a d'autres possibilités, c'est de faire peut-être un petit fichier Excel. Là encore, faites attention, on peut crypter ces fichiers, c'est beaucoup mieux. Mais si vous le cryptez, il faut aussi vous souvenir du mot de passe que vous allez utiliser pour le crypter. Donc, voilà, on commence à rentrer dans des choses un peu compliquées. Ça peut être l'occasion d'un autre tuto, Gwendoline, hein, comment sécuriser ces documents électroniques ou ces mots de passe. Mais il existe plusieurs possibilités. Si ça vous intéresse, vous me mettez un petit mot, puis je vous ferai une petite slide supplémentaire pour sécuriser vos mots de passe. Mais c'est important parce qu'il ne faut pas mettre le même identifiant et mot de passe dans toutes vos applications et plateformes. On en a un petit peu parlé lors d'une présentation qu'on avait fait avec Pascal sur le stockage des documents numériques. Et c'est vrai qu'on a parlé des parties mots de passe. Et on a Tarer qui nous demande l'utilisation des mots de passe enregistrés sur le compte Google. Donc, je pense qu'on n'en parlera pas là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a la possibilité d'enregistrer sur les navigateurs, mais c'est un thème assez différent pour le coup.
Alors, oui, Eric, non, 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 je suis désolée, hein. Il n'y a pas que le sac à main, il y a la mallette, hein, il y a le bésanville, il y a le portefeuille. Mais voilà, moi, j'aime bien mon petit sac à main. Alors, du coup, nous allons passer à la slide suivante. Et merci, Gwendoline, pour ton intervention, parce que je pense que c'est important que nos invités puissent aller voir cette présentation, parce que franchement, la sécurité des mots de passe, c'est vraiment crucial. Surtout que les ordinateurs, maintenant, se font hacker très facilement. Donc, il faut faire vraiment attention à ces données. Alors, quel document électronique télécharger? Parce qu'on on ne peut pas tout télécharger, donc il faut savoir aussi sélectionner. Donc, dans les espaces clients, faut-il télécharger les relevés et les factures? Eh bien, normalement, en fait, les sites ont l'obligation de garder les archives, mais ce n'est pas toujours respecté. Alors, vous savez que les factures d'électricité ou de gaz ou de téléphone doivent être conservées entre 2 et 5 ans selon le type de facture. Donc ça, il faut que vous ayez bien, on a déjà fait une présentation sur l'archivage des papiers. Donc ça, il faut revenir sur ces présentations pour bien avoir en tête, est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, parce que ça change tout le temps. Eh bien, en version électronique, c'est la même chose. Donc, vous pouvez charger certains relevés, certaines factures, mais pensez bien à faire le tri et à faire ensuite l'archivage, c'est-à-dire quand les 3 ans sont passés, on met à la poubelle. Donc, vous pouvez très bien faire une hiérarchie par année. Ensuite, eh bien, attention, hein, en cas de changement d'opérateur pour votre téléphone, il y aura la fermeture des espaces en ligne. D'accord? Donc, si vous passez de Orange à SFR pour une raison ou pour une autre, eh bien, toutes les factures qui sont sur votre espace client en ligne d'Orange, eh bien, ça sera perdu si vous ne les avez pas téléchargés. Donc, pensez bien à organiser ça, c'est-à-dire lorsque vous changez d'opérateur, à bien télécharger les factures qui vont vous être peut-être nécessaires. Alors, on n'a pas tout le temps besoin de ces factures-là, mais s'il vous arrive un litige, vous en aurez besoin. Et il vaut toujours mieux penser en cas de litige que dans la vie courante, parce que dans la vie courante, hein, on a l'impression qu'on n'en a jamais besoin. Alors ensuite, donc on a la possibilité de télécharger des pièces jointes lors d'un mail, dans un mail, dans un courriel. Moi, je vous invite à télécharger uniquement les pièces jointes importantes. Vous allez vendre votre appartement, le notaire vous envoie un certain nombre de documents, vous allez les télécharger. D'accord? Maintenant, votre copain, votre ami vous envoie une présentation PowerPoint un peu sympa, un peu rigolote. Vous l'ouvrez. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de la télécharger. Vous allez charger votre ordinateur, donc qui va perdre en force, qui va perdre en efficacité, parce qu'au fur et à mesure de ces téléchargements, eh bien, il va, comment vous expliquer facilement, il va, il va se charger, hein, il va perdre en autonomie, il va perdre en puissance, et vous n'en aurez pas forcément besoin, à part peut-être l'envoyer à une copine également. Mais voilà, ce ne sont pas des documents que je vous invite à télécharger. Par contre, impérativement, les relevés de banque, hein, c'est fondamental parce que, en fait, vous allez garder uniquement, vous allez avoir sur votre compte bancaire, sur votre plateforme de la banque, les 6 derniers mois. Donc, je vous invite vraiment à télécharger vos relevés bancaires régulièrement, tous les 15 jours ou tous les mois. D'accord ? Alors, pour la conservation des documents électroniques, comment ça se passe? Déjà, je vous invite à trier de façon à aller à l'essentiel. Donc, tout à l'heure, dans le quiz, je vous posais la question, est-ce que vous avez du mal à retrouver vos documents dans votre ordinateur? Alors, voilà, la première chose à faire, c'est de faire un tri. Cela va vous permettre d'aller à l'essentiel et lorsque vous serez stressé pour trouver un document, pour aller chez le docteur, chez le notaire ou à la banque ou chez l'avocat, bref, un document qui vous est très important, forcément, vous allez stresser si vous ne le trouvez pas. Donc, triez, mettez en place une organisation logique et moi, je vous invite à garder, on en parlera juste après, je crois. Oui, effectivement, donc je vous invite à garder la même organisation que dans vos placards avec vos dossiers papier.
d'accord? Donc, trier de façon à pouvoir aller à l'essentiel. Et puis, si vous n'êtes pas tout seul au foyer, eh ben, ça peut aussi aider les utilisateurs de votre entourage à s'y retrouver également. Donc moi, par exemple, j'ai trié de façon par ordre alphabétique dans mon placard. Eh bien, je trie aussi en ordre alphabétique dans mes dossiers électroniques. Ensuite, ça on en a déjà parlé, ne gardez que ce qui mérite d'être gardé. D'accord? Je vous ai mis des poubelles de tri, mais c'est valable également pour le numérique. Jetez, jetez, jetez et pensez à vider votre corbeille. Alors, certains outils, normalement, le font automatiquement, mais allez régulièrement vider votre corbeille. Ça nettoiera un petit peu votre ordinateur, ça lui fera du bien. Et puis, attention au débordement de la boîte mail. On se laisse facilement déborder, on se laisse facilement envahir par les mails. Donc, n'hésitez pas à jeter les mails qui ne vous sont pas utiles, des mails que vous recevez un petit peu parce que vous êtes abonné à une newsletter et puis elle ne vous intéresse plus. Donc, du coup, écoutez, n'ayez crainte, désabonnez-vous de ces newsletters que vous ne lisez plus. Enfin, sachez quel document administratif garder. Et donc, pour ça, eh bien, vous allez, comme je vous l'avais indiqué dans l'autre présentation sur le tri des papiers, vous allez sur servicepublic.fr de façon à savoir quel document garder et pendant combien de temps. D'accord ? La conservation des documents, c'est la même. La durée de conservation d'un document électronique est identique à celle d'un document papier. D'accord? Donc, du coup, quand vous chargez vos factures, je vous invite à trier par date de façon à avoir une facilité d'archivage par la suite. Voilà. C'est clair pour cette partie? Donc, sur le tri. Et puis, maintenant, nous allons parler de la valeur juridique d'un document. Donc là, c'est vraiment très important parce qu'on ne le sait pas. Oh, pardon, là, c'était du mail. Voilà. On ne sait pas forcément comment faire si ça a la même valeur en version papier ou en version électronique. Alors, je vais vous lire ce passage parce qu'il est fondamental. Donc, si l'original du document est numérique, donc vous avez reçu de votre notaire, par exemple, un document numérique, il vous a été transmis par courrier électronique ou il a été mis à disposition sur un site internet comme par exemple les impôts, il est conseillé de le conserver sous forme numérique. Si vous imprimez ce document, il n'est qu'une copie le papier ne représente qu'une copie, d'accord, du document numérique. Donc, c'est très important de le garder en version numérique. Ne jetez pas un document fondamental comme le relevé de compte, la facture ou l'avis d'imposition parce que la vraie version, elle est numérique. Voilà. Un écrit électronique a la même valeur juridique qu'un écrit papier uniquement si la personne signataire est identifiée. Donc, s'il n'y a pas de personne signataire de ce document numérique, il n'a aucune valeur. Donc, faites bien attention à ça. Alors, est-ce que c'est la même chose pour un mail ? Donc, pour un mail, on a un article dans le Code civil, donc un message électronique peut avoir la même valeur juridique qu'un courrier manuscrit s'il est certifié. Et ces trois petits mots sont fondamentaux. S'il est certifié, qu'est-ce que ça veut dire ? S'il comporte une signature électronique. Mais la signature électronique, elle doit être agréée par un organisme, d'accord ? Elle doit être sécurisée par un organisme. Dans ces cas-là, l'email fait foi. Or, vous imaginez bien que ça nous arrive quasiment jamais d'aller faire sécuriser un mail ou la signature électronique par, je sais pas, par la mairie, par exemple. Donc, voilà, en général, vous pouvez en conclure que le mail n'a pas la même valeur juridique, que le mail n'a pas la même valeur juridique que le courrier manuscrit, même s'il comporte une signature électronique. Voilà, ça c'est très important parce que depuis quelque temps, on entend dire que les mails ont une valeur juridique. Oui, bien sûr, seulement si la signature électronique a été sécurisée. Or, nous ne le faisons jamais. Alors, comment classer les documents numériques ? Donc, nous allons aborder cette partie-là sur le classement. Donc, peut-être que vous n'avez
aucun classement. Peut-être que tout est en bazar dans votre ordinateur. Ben, dans ces cas-là, il est peut-être temps de s'y mettre. Alors, bazar, après, voilà, chacun a son petit bazar dans lequel on s'y retrouve. Mais à un moment donné, eh ben, ça déborde et on n'y arrive plus. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de ne pas attaquer. Ça aussi, on l'a abordé dans le tri des papiers, des documents en version papier, hein. N'y allez pas en une seule fois. Faites petit à petit. Une fois par semaine, par exemple, vous triez pendant 1 heure et puis vous reprenez les dossiers peut-être la semaine suivante, hein, pendant encore 1 heure et demie. Et vous vous posez la question à chaque fois, voilà, est-ce que ce document numérique, est-ce que c'est un document administratif et est-ce qu'il est toujours d'actualité? Et si vous avez un doute, eh bien, vous retournez dans votre liste de durée d'archivage de façon à voir si vous devez le jeter ou le conserver. Les documents personnels, eh bien, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que cette photo me met en joie? Est-ce que la photo est bonne? Est-ce qu'elle me fait plaisir? Elle ne vous fait pas plaisir? Elle n'a pas d'intérêt, les gens sont de dos, on est en train de regarder par terre. Ben, écoutez, voilà, mettez-la à la poubelle, hein, ça peut être pas lieu d'être conservé et vous serez content de faire du tri, c'est important. Le tri nous fait le tri et je dirais le tri à la verticale, hein, poubelle, nous libère aussi, hein, d'une certaine forme. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est important de bien d'éclaircir un petit peu tous ces dossiers. Voilà. Et puis tout autre document, eh bien, cela va-t-il vous resservir? Est-ce que vous allez revoir ce document? Est-ce que vous en avez besoin? Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé le consulter? Si ça fait 5 ans que vous n'avez pas consulté le document et que vous dites oh, je vais le garder au cas où, dites-vous bien que ce au cas où ne viendra jamais. Ça aussi, c'est Marie Kondo, d'accord? Le au cas où ne viendra jamais. Donc, vous ne l'avez pas consulté depuis 5 ans, vous doutez de pouvoir le reconsulter, mettez-le à la poubelle, jetez-le, ça vous fera aussi un petit peu de vide. Voilà, alors pour classer les documents, vous devez créer une arborescence de classement électronique. Numéroter si nécessaire les dossiers pour faciliter l'ordre de visualisation. Alors, soit vous les faites par ordre, par ordre alphabétique, hein, donc par exemple, moi, dans mes dossiers papier, hein, je vous disais, c'est par ordre alphabétique. Donc, j'ai repris cet ordre-là dans mes papiers personnels. Dans mes papiers professionnels, documents numériques professionnels, j'ai décidé de numéroter. Donc, voilà, j'ai le dossier 1, le dossier 2, le dossier 3, parce que dans ces dossiers, j'ai des sous-dossiers. Et donc, je mets numéro 1 de façon à ce que le dossier prioritaire, le plus important, arrive en tête. Donc, vous pouvez aussi faire cette arborescence de façon à avoir en premier le dossier que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez aussi faire des raccourcis de vos dossiers les plus importants sur votre bureau. Alors, le raccourci, c'est un petit clic droit sur votre dossier et vous mettez raccourci sur le bureau. Et dans ces cas-là, en fait, c'est son clone, hein, c'est exactement le même dossier, sauf qu'en fait, en cliquant sur cette icône, eh ben, vous arrivez à votre document principal. Donc, ce n'est pas une copie, c'est vraiment le même. Et ça facilite l'accès. Alors, vous faites bien attention aussi à bien trier de temps en temps tous les dossiers que vous avez sur votre bureau. Donc, le bureau, c'est l'écran de votre ordinateur. Avant même d'allumer quoi que ce soit, hein, vous avez cet écran, quand vous allumez l'ordinateur, avant d'ouvrir vos mails, avant d'ouvrir Word, vous avez cet écran dans lequel vous avez des icônes de vos dossiers. Ça s'appelle le bureau. Voilà. Alors, créer des dossiers et des sous-dossiers, hein, la même chose qu'en version papier, on va le voir après, donc pour une arborescence, une proposition d'arborescence. Et puis, si vous avez déjà une organisation papier, eh bien, écoutez, conservez-la, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, conservez-la, reprenez-la même, ça va vous aider dans votre tri. D'accord? Enfin, enregistrez les documents sous le format adapté. Quand vous faites enregistrer sous, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez l'enregistrer en PDF. Alors, le point PDF, c'est très bien pour imprimer ou pour envoyer un document de façon à ce qu'il ne soit pas transformé d'un ordinateur à l'autre,
parce que entre un ordinateur Windows et un Mac, parfois les documents sont un petit peu transformés, hein, les phrases ne vont plus être organisées de la même façon. Quand vous imprimez aussi un document, parfois, il peut arriver que ça soit un peu transformé. Et du coup, quand vous le faites en PDF, la personne qui le reçoit ne pourra pas transformer votre PDF, ne pourra pas intervenir sur votre document. Donc ça, c'est pas mal aussi, ça peut sécuriser. Et puis ensuite, en JPEG ou en PNG pour les photos. Donc, par exemple, vous faites un beau PowerPoint, il y a une photo qui vous intéresse sur le PowerPoint, vous pouvez faire un clic droit et l'enregistrer en JPEG. Et du coup, cette photo sera enregistrée en photo sur votre ordinateur, bien que ça vienne d'un PowerPoint. Voilà. Alors ça, c'est donc l'exemple d'arborescence que je vous avais déjà présenté dans le tri des papiers. Donc c'est une suggestion, hein, bien évidemment, à vous d'avoir votre propre arborescence, celle qui vous convient par rapport à votre rythme de vie, par rapport au nombre de personnes dans le foyer. Donc moi, j'aime bien avoir les factures et sous les factures, des sous-dossiers. Donc, je vais avoir l'électricité, le gaz, l'eau, le téléphone. Et à chaque fois, dans l'électricité, donc je vais avoir les années 2020, 2021, de façon à pouvoir classer directement dans l'onglet 2020 lorsque j'archive. Et puis, quand on sera en 2025, je mets tout à la poubelle sur 2020. D'accord? Donc voilà, vous avez la santé. La santé, il faut bien distinguer la sécurité sociale de la mutuelle, c'est très important. Dans les véhicules, on peut très bien avoir des contrats d'assurance, les factures d'entretien, des copies aussi de tous vos documents importants comme la carte grise, le permis, le certificat d'immatriculation. Les impôts, moi je classe, j'aime bien avoir systématiquement les revenus, habitation, foncier pour ceux qui sont propriétaires et je mets les contraventions aussi au niveau des impôts puisque c'est quand même le Trésor public qui les récupère. Voilà. J'aime beaucoup avoir un dossier numérique état civil dans lequel j'ai la copie du carnet de famille, la copie de le passeport ou la carte d'identité ou même les deux de chaque membre de la famille et je mets donc la rubrique dans état civil. J'ai les prénoms de chaque membre de la famille avec la copie de leur carte d'identité et passeport. Par contre, pour le carnet de famille, il vient à la racine d'état civil. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir une vision claire, rapide et efficace de façon à rechercher la bonne information au moment où on en a besoin et qu'on est sous stress. En fait, quand on a tout le temps qu'il faut et quand on a tout le temps et aucun stress, tout va bien. Mais le problème vient quand on est stressé parce que on doit tout de suite envoyer quelque chose ou on doit tout de suite remettre un papier, on doit partir dans les 5 minutes, on ne le trouve pas. Donc c'est toujours en cas de complexité qu'on ne va pas trouver ces documents. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Pour les documents, on va passer maintenant au tri de la boîte mail. Alors, c'est important d'organiser votre messagerie en séparant les mails commerciaux qui s'appellent aussi des notifications, oui, qui nous envoient des notifications, des mails personnels, d'accord? Alors, vous avez peut-être dans votre messagerie, pour ceux qui ont Gmail, vous avez 3 onglets en haut de la messagerie qui met donc mail, mails commerciaux et ensuite on a j'ai un trou, ce sont les notifications concernant les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est bien d'organiser comme ça parce que du coup, vous avez tout de suite les mails et puis quand vous aurez du temps, vous irez sur les mails commerciaux et sur les mails des réseaux sociaux, les notifications des réseaux sociaux. Donc, organisez votre boîte mail. Je trouve que c'est important parce qu'on est envahi par les publicités, par les newsletters, par les notifications et donc à un moment donné, on ne s'y retrouve plus. Désabonnez-vous des sites dont vous ne voulez pas recevoir de publicité, d'accord? On en reçoit énormément. C'est une pollution visuelle, une pollution de votre temps. Donc, si vous ne regardez pas ces newsletters ou ces mails, vous allez tout en bas du mail et en bas, c'est une obligation légale. Donc, tout en bas du mail, il doit être marqué « Désabonnez-vous » ou pour ne plus lire ce mail ou pour ne plus recevoir ce mail, cliquez ici. Donc, vous cliquez
et ça vous envoie sur une confirmation de désabonnement. D'accord? Si ce n'est pas le cas et que ces mails vous importunent, il faut que vous alliez les taguer en spam de façon à ne plus les recevoir. Et du coup, ça partira dans votre boîte spam au lieu de les recevoir dans votre boîte principale. Voilà. Alors, je vous invite aussi dans votre boîte mail à créer une arborescence de classement des mails. Alors, c'est quoi une arborescence de classement des mails? Ou bien, au lieu de recevoir tout dans votre boîte de réception, hein, c'est comme si, en fait, dans votre boîte aux lettres, vous aviez des étages, d'accord? Et que dans ces étages, eh bien, vous avez la publicité qui vient tout en bas, les courriers qui viennent, les cartes postales qui viennent en haut, les factures qui viennent au milieu. D'accord? C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir votre boîte de réception, vous allez ouvrir le mail. Ah, ben ça, c'est votre neveu qui vous écrit. Donc, vous allez créer un sous-dossier pour personnel ou courrier famille ou, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être, anniversaire. Voilà. Donc, vous allez commencer à avoir une arborescence, mais l'arborescence, elle doit être en fonction de la quantité de courriers que vous allez recevoir dans cette thématique. D'accord? Vous n'allez pas créer une thématique à chaque fois que vous recevez un mail. Donc, vous allez peut-être avoir les factures Orange, ou Orange pour avoir toutes les informations concernant votre téléphone. Vous allez peut-être avoir impôts, santé. Je vous recommande d'avoir vraiment une sous-rubrique santé. Voilà, donc vous allez créer par rapport aussi à votre vie électronique. Okay? Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir la même arborescence mail, des classements des mails, que le classement électronique, parce qu'en fait, on ne reçoit pas exactement la même chose. Donc, à vous de voir. Hein. Si vous recevez beaucoup de documents de votre syndic, ben, vous allez peut-être avoir une rubrique syndic. Je vous invite pour les mails, des petites blagounettes ou des PowerPoint des amis. Vous les ouvrez, vous les lisez et puis après vous les supprimez. Ce sont des documents qui sont très très lourds, donc il ne faut pas les conserver. Moi j'ai ma maman, elle conservait tous ces PowerPoint là et même les vidéos. Et du coup son ordinateur il fonctionnait plus, il était devenu hyper lent. Une fois qu'on a détruit tout ça et qu'on a fait un beau nettoyage, son ordinateur était presque comme neuf. Donc vraiment, pensez à ça. Ne téléchargez pas toutes les blagounettes. Et puis Gwendoline? souvent, c'est pas des choses forcément très, très intéressantes, voilà. Et puis je disais aussi à René, parce que René nous disait, il y a des messages en anglais. Moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, je voudrais vous donner 1 million d'euros, Très rappelez-moi. important. Oui, alors il y a deux messages très importants auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est un message très bref de quelqu'un qui est dans vos contacts, hein, quelqu'un que vous connaissez bien ou pas bien, et qui vous dit je suis en difficulté, j'ai perdu mon téléphone, contacte-moi par mail. Là, vous pouvez être sûr que sa messagerie a été piratée, donc vous ne répondez pas, vous mettez ça directement en spam et vous prévenez par téléphone votre ami en lui disant attention, je pense que tu as été piraté, d'accord? Ou est-ce que tu n'aurais pas été piraté? Donc surtout, vous ne répondez pas parce que du coup, la personne va essayer de vous hacker, hein, d'aller sur votre compte. Donc ça, c'est la première chose à faire, vraiment hyper attention. Le deuxième mail, c'est celui que Gwendoline vient de vous dire. Donc c'est souvent des messages qui vous disent voilà, j'ai 500 000 euros, il faut que je fasse une donation, je suis extrêmement malade, je vais mourir dans quelques jours, je cherche à transmettre cet argent à quelqu'un de bien, tu es une belle personne, envoie-moi vite ton RIB pour que je puisse te faire un transfert. Là, vous pouvez être sûr que c'est une grosse arnaque. Alerte. Voilà. Voilà. Donc, pareil, vous appuyez sur le bouton spam pour que ça parte directement dans les spams. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un spam maintenant. Hein. C'est un mail qui est un mail pourri, en fait. C'est un pourriel. On appelle ça aussi un pourriel. Pourriel, c'est vrai, ça, on comprend très bien pourriel. Hein. Voilà, pourriel de pourri. Donc,
c'est un mail pourri. Vous ne le lisez pas juste pour vous amuser ou juste pour pouvoir en parler à vos amis et leur dire de faire attention aussi. C'est très important. D'accord? En fait, dès que vous avez un petit voyant dans votre cerveau qui s'allume en disant il est bizarre ce mail, eh ben, vous pouvez être sûr que c'est un pourriel. D'accord? Ils ont juste changé le nom de l'opérateur. Ouais, bah bien. Merci Evelyne pour ce témoignage. Alors ensuite, ça serait bien aussi d'aller régulièrement dans vos messages que vous avez vous-même envoyés. On n'y pense pas. On se dit, oh ben non, moi j'ai pas beaucoup de messages dans ma boîte de réception. J'ai 10 messages, je les nettoie tous les jours. Oui, d'accord, mais est-ce que vous pensez aussi à nettoyer les messages que vous envoyez? Eh bien non, en fait, on n'y pense pas. Donc, allez dans messages envoyés et supprimez tous vos messages au-delà d'un an parce que je pense que vous vous amusez pas le soir quand vous n'arrivez pas à dormir à aller relire les messages que vous avez envoyés il y a 10 ans. D'accord? Donc, vous pouvez faire le tri à ce niveau-là. Ça libérera aussi votre messagerie et donc ça libérera la pollution aussi de la planète. Alors, certains outils ou certaines messageries le permettent, mais d'autres pas. Donc, pensez aussi à supprimer toutes les semaines les mails de la corbeille et des spams. Moi, c'est fait automatiquement. Maintenant, ça dépend aussi de la quantité de spam que vous recevez par jour ou de quantité de mails que vous supprimez. Mais lorsque je m'attelle à l'ordinateur pour faire un tri, donc, j'en mets plein dans la corbeille. Je sélectionne effectivement par tranche de 50 ou 100 mails. Je le mets dans la corbeille et plutôt d'attendre que ça soit fait automatiquement, eh ben, je vais directement les supprimer. D'accord? Donc, voilà, je vous invite aussi à aller de temps en temps dans la corbeille et dans les spams. Alors, faites aussi un petit tour de temps en temps dans vos spams parce que parfois, il y a des messageries d'amis ou d'organismes que vous appréciez qui partent dans les spams. Alors pourquoi? Eh ben parce que, par exemple, votre ami a envoyé sa carte de Noël à tout son répertoire, d'accord? Et bien du coup, Google va se dire, oh là là, ça c'est un truc un peu, c'est du spam, donc elle va le classer en spam. Donc si ça se trouve, vous allez recevoir, alors normalement, d'un point de vue perso, pas trop, parce qu'il faut quand même avoir un certain nombre d'envois avant d'être classé dans le spam. Mais je ne sais pas, par exemple, moi au Café Zen, j'envoie une petite newsletter pour prévenir de notre ouverture ou fermeture avec les fermetures administratives. Donc du coup, comme j'envoie à tous ceux qui ont accepté, donc ça fait à peu près 1000 personnes, et ben du coup, au lieu de recevoir mon mail dans la boîte de réception, certains vont le recevoir dans les spams. D'accord? Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Du coup, n'hésitez pas de temps en temps à aller voir dans vos spams, juste un petit coup d'œil rapide. Non, il n'y a rien qui me concerne. Pour vous sélectionner tout et vous mettez à la poubelle. D'accord? Voilà. Une fois le mail lu, donc on est bien dans la boîte mail. Une fois que vous avez lu le mail, prenez le réflexe de vous dire tout de suite qu'est-ce que je fais de ce mail. Est-ce que je le supprime parce que voilà, j'ai lu, j'ai plus aucun intérêt, ou est-ce que je le classe? Et donc, vous allez le classer dans la nouvelle arborescence que vous venez de faire. Et si jamais vous devez en créer un nouveau parce que c'est un nouveau sujet, eh bien, vous le faites. Et n'oubliez pas, parfois on oublie qu'on a créé cette nouvelle rubrique. Donc, de temps en temps, allez voir aussi toutes les rubriques que vous avez créées. Et puis, faites le tri de ces rubriques. Si vous voyez qu'en fait, au bout de 5 ans, vous n'avez que 2 mails dans une rubrique, ça veut dire qu'elle n'était pas intéressante, cette rubrique, d'accord? Donc, vous pouvez aller sortir les mails, les reclasser ailleurs et retirer ce rubricage qui n'a pas été utile en réalité. Alors, ça prend du temps tout ça, je suis bien d'accord, ça prend du temps, mais en fait, plus on trie au fur et à mesure, et mieux c'est. Donc, il vaut mieux ne pas laisser s'accumuler les courriels parce que en fait, on n'a pas toujours trop de temps. Il vaut mieux télécharger les pièces jointes qui sont importantes et supprimer les autres, voilà, assez rapidement. Et enfin, enregistrer. Alors, ça, c'est une petite technique qui est intéressante, c'est que les mails que vous voulez conserver
et que vous voulez classer, vous pouvez l'ouvrir et faire comme si vous alliez l'imprimer. Donc, vous allez dans Imprimer et au lieu d'imprimer et l'envoyer sur votre imprimante, vous choisissez enregistrer en PDF ou imprimer en PDF. Et du coup, ça vous l'enregistre comme une pièce, comme un document numérique et vous allez pouvoir l'enregistrer dans vos documents numériques et donc le sortir de la boîte mail pour le mettre en document numérique. Ça, c'est vraiment super parce que ça peut vous garder, imaginez, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous donner un exemple un peu tragique. Un ami est décédé. Il vous a envoyé un beau mail, vraiment qui vous a fait, qui vous fait chaud au cœur. Plutôt que de le laisser dans la messagerie, vous n'allez pas le lire, vous n'allez pas aller le voir très souvent. Vous allez enregistrer son joli mail en PDF et vous allez le classer dans Amis ou avec le prénom, voilà, Henri. Et donc, vous allez pouvoir le garder à cet endroit-là jusqu'à ce que vous décidiez de ne plus le garder. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Vous pouvez le faire pour le mail des impôts, pour le mail de la banque, pour des choses un petit peu moins sympas que ce que je viens de vous dire là. Et puis, dernier, j'ai cliqué trop vite, trier sa boîte mail et trier ses documents numériques en général, c'est faire un geste pour la planète. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un geste pour la planète, puisqu'on parle plutôt du papier zéro? En fait, le numérique n'est pas si écologique que ça. Ça pollue énormément parce que chaque visionnage, donc visionnage, c'est le fait de regarder une vidéo, chaque envoi, chaque téléchargement, c'est un stockage électronique énorme. C'est-à-dire que derrière vos ordinateurs, là, vous avez des câbles. Les câbles vont partir dans la nature ou dans des endroits énormissimes pour stocker cette énergie et puis consommer cette énergie. Et donc, du coup, ce sont des ressources qui sont utilisées et qui polluent énormément. Donc, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui pollue plus entre l'Internet, le numérique, le Wi-Fi et le papier? Parfois, garder un papier, c'est tout aussi bien que de le scanner, le stocker et l'enregistrer sur l'ordinateur. Voilà, à vous de vous poser la question. Ce n'est pas toujours facile, je le reconnais, mais c'est bien de commencer à se mettre une alerte. Voilà, la quantité de numérique, on est de plus en plus dedans, elle augmente chaque jour et donc chaque jour, elle demande des ressources de plus en plus grosses. Il n'y a pas très longtemps, on était encore en ADSL, maintenant on passe à la fibre, enfin pour tous ceux qui ont la chance d'avoir la fibre, il faut se poser la question en fait. La DSL, on est passé de la DSL à la fibre parce qu'il y a des besoins électroniques de plus en plus importants et au niveau monde. Donc, si c'est quelque chose de fondamental d'avoir la fibre, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'énergie qui est consommée. Donc, voilà, tout est une question de raison, en fait, d'être raisonnable. Donc, je ne me permettrai pas de vous donner une leçon, bien évidemment, mais je vous demande juste de vous poser cette petite question. Est-ce que ce document, si je le télécharge, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Parce que si je le télécharge, c'est de l'énergie supplémentaire qui va être consommée. D'accord? Et donc, pas forcément bon pour la planète. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour sauvegarder les documents? Dans quel type d'outils je peux sauvegarder les documents? Parce que finalement, j'ai plusieurs possibilités. Je peux le faire sur une clé USB. C'est pas mal la clé USB. Tout à l'heure, là, quand je vous parlais du petit carnet pour vous mettre vos mots de passe et vos identifiants, la clé USB, c'est une bonne solution. La clé USB, c'est pas mal, c'est-à-dire que vous allez créer un fichier Excel par exemple, et que vous allez enregistrer, non pas sur votre ordinateur, mais sur une clé USB. De façon, alors déjà c'est petit à trimballer, donc si vous devez aller chez votre ami, chez vos enfants, et que vous devez avoir accès à vos fichiers ou à vos plateformes, tout peut aller là-dessus en les transportant. Vous pouvez aussi faire des copies sur les CD-ROM. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe ou un petit peu plus ancien. Mais ce qui est par contre assez pratique, c'est le disque de sauvegarde, un disque supplémentaire. Donc, vous voyez, c'est tout petit. Vous le voyez là sur la photo, c'est tout petit. Et du coup, vous pouvez par exemple y mettre
toutes vos photos, parce que les photos, c'est extrêmement lourd. Ou les vidéos qui vous intéressent. Vous avez des vidéos des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, plutôt que de les stocker sur votre ordinateur qui va vraiment l'alourdir et le ralentir, vous pouvez les stocker sur un disque externe, un disque de sauvegarde. C'est ce que je fais moi. Et de temps en temps, et ben, comme avant, on regardait les albums, de temps en temps, quand il y a des petits-enfants qui viennent, on dit, allez, on va sortir le disque de sauvegarde, on va regarder les vidéos de quand tu étais bébé ou les photos des vacances à Pétaouchnok, on va dire. Tiens. Voilà, donc le disque de sauvegarde, c'est pas mal. Vous pouvez aussi y mettre vos archives de factures. Donc peut-être avoir un disque de sauvegarde pour le plaisir, hein, pour le personnel, et puis un disque de sauvegarde pour les documents administratifs. Voilà, comme ça, votre ordinateur, il respire en permanence. Alors faites attention hein, dans le transfert à ne pas perdre des éléments. On a aussi les coffres-forts électroniques. Alors, est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est qu'un coffre-fort électronique? Est-ce que certaines, on va en parler. Alors, une règle qui est très importante, c'est plusieurs copies sur des supports différents, conservés dans des endroits différents, ça augmente la sécurité, mais ça augmente aussi l'embrouillage, d'accord? Donc oui, nuage, René, merci beaucoup. Un nuage, un cloud, parfait. On va le voir juste après. Donc faites attention, plus vous avez de supports différents, plus c'est sécurisé, mais plus vous allez vous empêtrer dans des versions différentes, d'accord? Donc, faites très attention. Il faut être relativement à l'aise pour avoir plusieurs supports. Donc, soit vous gardez une clé, mais dans ces cas-là, ce ne sont que c'est que du transfert de consultation, d'accord? Donc, vous n'allez peut-être pas modifier les fichiers qui sont sur votre clé, d'accord? Ce n'est que de la consultation. Vous devez aller à un endroit, vous consultez le document avec la clé, vous revenez chez vous, voilà, vous détruisez peut-être ce document-là en étant sûr que sur votre ordinateur, vous avez l'original. Et le disque de sauvegarde, c'est pareil, je vous conseille vraiment de faire en sorte que ce soit de la consultation des photos, des factures, des vidéos. Alors, on va regarder un petit peu donc le coffre-fort numérique qui se dit aussi nuage ou cloud en anglais. Donc, le principe, c'est quoi de ce coffre-fort numérique? C'est un espace sur Internet, c'est un espace qui est sécurisé, puisqu'on parle de coffre-fort, dans lequel vous pouvez eh bien, classer, organiser, archiver tous vos documents administratifs, hein, les documents que vous souhaitez sécurisés. Hein. Donc, ça peut être des factures, la comptabilité, les déclarations, les contrats. Quand on est dans un univers un peu professionnel, c'est fondamental. Vous, en tant qu'individu particulier, ce sera certainement vos factures, vos déclarations d'impôts. Voilà, si vous avez encore une petite activité professionnelle, franchement, c'est intéressant. Il vaut mieux, ça serait bien de le faire. Alors, vous avez dans le choix de coffre-fort de gros avantages, bien évidemment, avec une garantie d'avoir une organisation structurée. C'est à vous de la mettre en place. Et surtout, un espace sécurisé, très sécurisé, qui protège vos documents d'un hacking, hein, d'un piratage. Normalement, l'accès est facile, rapide à tous vos documents importants. Par contre, ça peut comporter quelques inconvénients. Et ben, ça demande d'être assez à l'aise en informatique quand même et d'avoir de l'aide à proximité au cas où vous ne le seriez pas. Et puis, ben, certains supports sont payants. Bon, il y a il y a des clouds qui sont complètement gratuits, hein, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça dépend en fait de la puissance que vous souhaitez avoir au niveau de votre coffre-fort numérique. Mais normalement, pour un coffre-fort numérique pour les particuliers, c'est gratuit, c'est ultra sécurisé et c'est franchement très facile. Voilà, alors pour rebondir sur le fait d'être à l'aise en informatique, si jamais vous sentez que tout ça, ça vous crée du stress, ça vous angoisse, hein, surtout, ne restez pas seul face à ça. Faites-vous aider
ou déléguer. Parce que faire appel à une autre personne, une personne extérieure, ça peut en fait juste vous donner le petit déclencheur, le petit déclic hein, qui va vous donner du courage et qui va vous dire ah, c'est juste ça. Mais en fait, bien sûr, je sais faire. D'accord. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Moi, j'aime beaucoup la petite photo là à gauche du papy avec son petit-fils parce que je suis persuadée que vous avez des gens autour de vous qui aimeraient vous aider. Donc, un petit enfant, un neveu ou une nièce, une petite cousine, voilà, mais pensez à ces jeunes qui adorent l'informatique, ils sont nés dedans, ils baignent dedans au quotidien, ils sont hyper à l'aise et ils ne demandent que ça, d'avoir une relation intergénérationnelle et de transmettre leur savoir. Pourquoi? Parce que d'abord, ça leur donne confiance en eux. Et franchement, pour ces jeunes, d'aider une personne, un aîné ou un senior, c'est quelque chose de très important. Ils adorent ça. Alors, si vous n'avez personne dans votre entourage, vous n'avez pas de voisin, vous n'avez pas de petit enfant, eh bien, demandez à une association, peut-être à votre paroisse, aux scouts. Les scouts adorent faire ce genre de choses, d'accord? Donc, ne restez pas seul, c'est très important. Et si jamais vous n'avez pas ces personnes dans votre entourage, eh bien, faites appel à un professionnel. Si vous avez un Apple, sachez qu'il y a des sessions gratuites chez Apple toutes les semaines ou tous les mois. Il suffit de vous enregistrer ou vous allez en boutique si vous savez pas vous enregistrer. Vous allez en boutique, vous dites voilà, je n'y comprends rien sur mon téléphone, mon ordinateur, mais il faut que ce soit Apple. Et vous avez des sessions gratuites. Et si vous n'avez pas Apple et que vous avez besoin voilà, d'aide, faites appel à un professionnel. Choisissez un professionnel qui vous fera une formation ou un accompagnement avec une déduction fiscale de 50%. D'abord parce que vous avez la sécurité d'avoir une personne qui est enregistrée auprès de la directe et donc il y a une sécurité supplémentaire, d'accord, parce que à partir du moment où on est enregistré à la directe, eh bien, on est tracé et donc on est obligé d'être bon, sérieux et honnête, voilà. Et sinon, bah, écoutez, demandez à Gwendoline aussi de vous donner des petits tuyaux. Nous, on peut vous aider. On est une société donc d'assistance administrative. Donc, on peut vous aider pour soit un petit coup de pouce ponctuel. Donc, on est à 46 € de l'heure et on est déductible des impôts. Et si vous ne payez pas d'impôts, c'est un crédit d'impôt de 50%. Donc, c'est très intéressant. Hein. Vous avez 50% de notre facture qui est remboursée sur vos impôts. Ou bien vous préférez faire quelque chose de régulier. Dans ce cas-là, on est à 40 € de l'heure et défiscalisable également. Donc, si ce n'est pas nous, eh bien, c'est une autre société, mais faites bien attention à vérifier sur Internet que cette société est sérieuse et bien enregistrée en service à la personne. Voilà, je vous ai donné des petits tuyaux. Ce sont vraiment en 1 heure, on n'a pas le temps de tout déployer. J'espère que vous avez au moins les prémices pour vous donner envie de trier des petites ampoules qui se mettent en place pour dire ah oui, Estelle m'a parlé de ça, maintenant je vais aller voir dans mon ordinateur, dans mon téléphone, et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, vous avez notre mail là, qui est écrit sur cette slide de façon à nous poser les questions s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair.